Emma compte ses pas sur le gravier blanc. 47 jusqu'à la porte. Ce rituel l'apaise depuis l'enfance, quand compter donnait l'illusion de contrôler l'incontrôlable. L'odeur de cannelle artificielle l'atteint au perron. Ce parfum de Noël en spray que sa mère achète depuis Neuilly. Jamais de vraies épices, juste cette fragrance sur une réalité froide. À travers les fenêtres, des silhouettes trinquent dans la lumière dorée. Emma reconnaît l'ambiance des dîners parfaits de sa mère. La sonnette résonne, et quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre sur le sourire impeccable de Sylvie. « Emma, tu es enfin là !» Sa mère apparaît, radieuse en soie bordeaux. 53 ans, et cette élégance que Philippe admire tant. « Entre, tout le monde va être ravi. » Emma découvre le salon où une dizaine d'invités qu'elle ne connaît pas évoluent avec aisance. Ces couples élégants parlent de leurs vacances aux Maldives avec cette désinvolture que donne l'aisance financière. « Bonsoir maman. Désolée pour le retard. Urgence à l'hôpital. »« Ce n'est rien, ma chérie. » Sylvie l'embrasse avec cette affection mesurée qu'Emma connaît bien, jetant déjà un regard vers ses invités. « Va te servir un apéritif pendant que je termine d'accueillir nos amis. » Emma se dirige vers le salon, et son regard tombe sur la grande table de famille qui trône au centre. La porcelaine de Limoges scintille sous les lustres. Elle compte machinalement. 12 assiettes, 12 verres, 12 serviettes damassées. 12 couverts pour 13 personnes présentes. Son cœur se serre tandis qu'elle cherche sa place dans cette géométrie soigneusement orchestrée. Les invités continuent leur conversation, et Philippe gesticule en racontant une anecdote qui fait rire l'assemblée. Emma s'approche discrètement de sa mère, qui ajuste les derniers détails. « Maman, où se trouve ma place ?» Cette question crée un silence imperceptible. Sylvie se fige, ses doigts se crispant sur son verre. « Oh, nous sommes un peu serrés ce soir. » Sa mère évite son regard, adoptant ce geste d'évitement qu'Emma reconnaît maintenant. « Mais viens avec moi. J'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. » Emma la suit vers la cuisine, leurs talons résonnant ensemble sur le parquet ciré. Derrière elle, les conversations reprennent avec cet entrain forcé qui suit les moments de gêne. La cuisine ultramoderne brille sous les spots. Sur le granit noir, dégagé des restes de préparation, se dresse un seau plastique blanc qui détonne dans cet environnement sophistiqué. Emma reconnaît cet objet ordinaire, celui du placard à balai, pour nettoyer les sols. Aujourd'hui, il contient quelques tranches de dinde froide dans leur jus figé, une cuillerée de purée grisâtre, des haricots verts ternis. « Voilà, c'est ce qu'on a pour toi. » Sylvie prononce ces mots en regardant ailleurs, essuyant machinalement ses mains. Aucune excuse, aucune explication. Juste cette évidence qui ne nécessite aucun commentaire. Emma fixe le seau, sentant ses mains trembler quand l'émotion monte trop vite. « Oh Emma !» La voix de Léa résonne joyeusement. Sa demi-sœur entre avec grâce, radieuse en rouge. 17 ans et cette assurance que donnent la beauté et l'amour inconditionnel. « Alors, Frangine, tu restes pour le dessert ?» Léa goûte directement dans le plat destiné aux invités, avec cette familiarité qui lui est permise. Maman a fait venir des macarons la durée. Ils sont divins. Son ton garde cette jovialité qui pourrait sembler sincère. Mais Emma connaît ce sourire depuis 2 ans, celui qui s'étire avec générosité calculée sans remonter jusqu'aux yeux. Ce sourire qui dit à l'assemblée « Voyez ma bonté avec la pauvre Emma ». Emma sent sa gorge se nouer et comprend que si elle parle, sa voix la trahira. Elle tourne donc les talons et traverse le salon d'un pas qu'elle garde digne. Les invités poursuivent leurs échanges, Philippe lancé dans une nouvelle anecdote captivante. Dans l'entrée, elle décroche son manteau avec des gestes détachés. Le grand miroir de grand-mère lui renvoie son reflet. Visage blême, yeux rougis, bouche tremblante malgré ses efforts. Derrière elle, les rires continuent avec insouciance. Quelqu'un propose un toast, les verres teintent. Emma pousse la porte et sort dans la nuit glacée. Le froid la saisit comme une gifle salvatrice. Ses doigts fouillent dans son sac cherchant ses clés, sa respiration formant des nuages dans l'air. Installée dans sa Clio, elle ferme la portière et reste immobile un instant. Puis enfin, elle pleure. Pas de tristesse cette fois, de rage pure, libératrice. Elle pleure pour cette petite fille de 8 ans qui aidait sa mère à préparer Noël, persuadée que l'amour se méritait à force de gentillesse. Dans le rétroviseur,
la façade illuminée continue de briller. Les silhouettes s'agitent joyeusement, vivant des moments auxquels elle ne participera plus. Son téléphone vibre doucement. Message de Chloé depuis Londres. « Alors, se réveillons ?» Emma essuie ses larmes et démarre sa voiture, repensant aux mots de sa grand-mère. « On ne choisit pas sa famille, ma chérie, mais on peut choisir ceux qu'on aime vraiment. » Le gravier crisse sous ses pneus tandis qu'elle s'éloigne. Dans quelques jours, son plan sera en marche. Emma gare sa Clio devant son immeuble de Belleville et gravit les 4 étages comme un automate. Dans son studio de 35 mètres carrés, elle allume toutes les lumières pour chasser l'obscurité qui semble l'avoir suivie depuis Neuilly. Elle sort une soupe en briques du placard et la fait réchauffer machinalement. Depuis 2 ans, elle mange toujours debout, appuyée contre le plan de travail minuscule. Jamais assise à table comme pour un vrai repas. Cette habitude dit tout de sa vie. Elle n'a plus de vraie place nulle part. Le liquide tiède glisse dans sa gorge sans goût particulier. Emma ferme les yeux et tente de chasser les images de cette soirée, mais elles reviennent avec une précision douloureuse. Soudain, un souvenir surgit avec une netteté troublante. Elle se revoit il y a 18 mois, dans ce même café près de l'hôpital Saint-Louis, où elle prenait ses pauses. Sa mère tournait nerveusement sa tasse entre ses mains, cherchant visiblement ses mots. « Emma, j'ai quelque chose d'important à te dire. »« Qu'est-ce qui se passe, maman ? Philippe et moi, nous allons nous marier au printemps. » Emma avait souri spontanément, sincèrement heureuse pour cette femme qui avait tant souffert après la mort de son père. « C'est merveilleux. Tu le mérites vraiment. Il y a autre chose, ma chérie. » Sylvie avait continué à faire tourner sa tasse, ce geste révélant son malaise grandissant. « Nous allons vendre la maison de Vincennes. Philippe trouve qu'elle contient trop de souvenirs douloureux de ton père. » Emma avait accusé le coup en silence. Cette maison de son enfance, avec sa chambre sous les toits, où papa venait lui lire des histoires tous les soirs. « Et il y aura de la place pour moi dans votre nouvelle maison ?» Sa mère avait marqué une hésitation imperceptible avant de répondre. « Bien sûr, ma chérie. Mais tu as 26 ans maintenant. Il serait peut-être temps que tu penses à voler de tes propres ailes, non ?» Cette phrase résonne encore dans la mémoire d'Emma, avec une amertume particulière. Elle réalise rétrospectivement qu'elle n'a jamais eu les clés de la maison de Neuilly. Jamais eu de chambre qui soit vraiment la sienne dans ce nouveau décor. Son téléphone vibre, interrompant cette descente dans les souvenirs douloureux. L'écran affiche le nom de Chloé, sa meilleure amie depuis l'école d'infirmière. « Alors, se réveillons en famille ?» demande la voix chaleureuse avec cet accent toulousain qui ressort toujours quand l'émotion déborde. Emma raconte tout. Le seau en plastique, les rires des invités, l'humiliation glacée de cette soirée où elle s'est sentie plus étrangère que jamais dans sa propre famille. « Putain, Emma, mais qu'est-ce que tu fous encore là-bas ?» Chloé s'indigne avec cette franchise directe qu'Emma apprécie tant chez elle. « C'est ma mère, Chloé. »« Non, ma chérie. » Une mère, ça protège son petit. Ça l'inclut, ça l'aime sans condition. Ce que tu me décris là, c'est une étrangère qui partage ton code génétique. Ces mots frappent Emma comme une révélation. Elle n'avait jamais osé formuler cette vérité si clairement. Tu sais que l'offre tient toujours ? Londres, la clinique pédiatrique de Hampstead. Dr Williams a encore demandé de tes nouvelles la semaine dernière. Chloé travaille depuis 3 ans dans cette clinique privée londonienne et ne cesse de vanter les opportunités qu'offre le système de santé britannique. J'ai peur, Chloé. De quoi ? De réussir ? D'être heureuse ? De découvrir enfin qui tu es vraiment quand personne ne te rabaisse constamment ? Après avoir raccroché, Emma se dirige vers sa petite bibliothèque et fouille dans ses livres d'anatomie. Au fond d'un manuel de pédiatrie, elle retrouve une photo qu'elle avait cachée il y a des mois. Elle s'y voit à 8 ans, aidant sa mère à préparer le repas de Noël dans l'ancienne cuisine de Vincennes. Elle rayonne littéralement, persuadée à cet âge que l'amour se méritait à force de gentillesse et de dévouement. Ses petites mains s'activent autour des casseroles, et sa mère la regarde avec une tendresse authentique qui n'existe plus aujourd'hui. Cette enfant-là est morte le jour du remariage. À sa place s'est installée une femme de 28 ans qui survit des miettes d'affection qu'on veut bien lui jeter. Emma glisse la photo dans son portefeuille et éteint les lumières de son studio. Dans l'obscurité, elle prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Demain, elle appellera Dr Williams pour parler sérieusement de cette opportunité londonienne.
Il est temps qu'elle cesse de quémander sa place dans l'existence et qu'elle se construise enfin une vie qui lui appartienne vraiment. Le basilic qu'elle a planté sur son rebord de fenêtre commence à pousser malgré l'hiver. Peut-être est-ce un signe que certaines graines peuvent germer même dans le froid, à condition de leur donner le bon terreau. Emma fixe son écran d'ordinateur depuis 1h07 exactement. Le curseur clignote après les mots « Je vous prie d'agréer » comme un battement de cœur hésitant. Sa lettre de démission attend juste quelques clics pour basculer sa vie dans l'inconnu. Ses doigts planent au-dessus du clavier, suspendus dans cette seconde qui sépare l'avant de l'après. Une fois envoyé, plus de retour possible. Plus de sécurité de l'hôpital Saint-Louis, plus de routine rassurante, plus d'excuses pour rester dans cette vie qui l'étouffe. Son téléphone sonne, brisant cette tension silencieuse. Le nom de sa mère s'affiche sur l'écran. « Emma, ma chérie, je voulais m'excuser pour hier soir. » La voix de Sylvie porte cette tonalité particulière qu'elle adopte quand elle tente de réparer ses maladresses sans vraiment les reconnaître. Nous étions un peu débordés avec tous ces invités, tu comprends. Emma écoute sans répondre, laissant sa mère s'enliser dans ses justifications bancales. Et puis, Léa traverse une période difficile au lycée. Philippe et moi, nous sommes tellement préoccupés par ses résultats. Toujours les autres. Jamais elle. Emma ferme les yeux et sent quelque chose se briser définitivement en elle. « Il faut que j'y aille, maman. » Elle raccroche et clique sur « Envoyer » d'un geste ferme et irréversible. La lettre part dans le système informatique de l'hôpital, emportant avec elle 28 ans de vie bien rangée. Ses épaules se relâchent pour la première fois depuis des semaines. Cette sensation de libération physique la surprend par son intensité. 1 heure plus tard, Dr Martin la convoque dans son bureau. Cet homme de 55 ans aux cheveux grisonnants a toujours eu pour elle cette bienveillance paternelle que Philippe n'a jamais montrée. « Emma, j'ai reçu votre démission ce matin. » Il la regarde avec cette attention particulière qu'il réserve aux situations délicates. « Je ne vais pas vous mentir. Vous me mettez dans une situation compliquée. Mais avant tout, j'aimerais comprendre. Vous fuyez quelque chose ou vous courez vers quelque chose ?» Cette question la désarçonne par sa justesse. Emma réfléchit un instant avant de répondre avec une sincérité qu'elle ne s'attendait pas à exprimer. « Les deux, je crois. J'ai une opportunité à Londres que je ne peux pas laisser passer. » Dr Martin se lève et ouvre le coffre-fort dissimulé derrière son diplôme de médecine. Il en sort une enveloppe qu'il lui tend avec un sourire complice. « Votre lettre de recommandation. Je l'avais préparée au cas où. » Emma le regarde, émue et surprise à la fois. « Vous saviez que j'allais partir ? Ma chère Emma, en 30 ans de médecine, j'ai appris à reconnaître quelqu'un qui étouffe. Vous étiez brillante ici, mais jamais complètement épanouie. Il y avait toujours cette ombre dans vos yeux. » Il se rassied et joint ses mains sur le bureau. Parfois, disparaître est le seul moyen de faire comprendre à quelqu'un qu'on existait vraiment. Cette phrase résonne en Emma avec une vérité bouleversante. Elle quitte l'hôpital avec cette lettre précieuse, mais aussi avec un sentiment de perte inattendue. Dr Martin représentait la seule figure paternelle stable de sa vie d'adulte. Le lendemain matin, Emma contacte le cabinet d'avocats spécialisé en immigration que Chloé lui a recommandé. La conversation avec Maître Harrison lui fait l'effet d'une douche froide. « Avec un visa touristique, vous ne pouvez légalement travailler au Royaume-Uni, Miss Dubois. Quelles sont mes options ? Il vous faut un sponsor employeur pour un visa tiers 2. La procédure prend généralement 6 mois, parfois plus. » Emma sent son cœur se serrer. 6 mois à attendre. 6 mois à survivre sans revenu dans l'une des villes les plus chères du monde. Et financièrement ? Je vous recommande d'avoir au minimum 15 000 livres d'économie pour couvrir cette période d'attente. 15 000 livres. Emma calcule rapidement. Elle en a 8 000 tout au plus. Il va falloir tout vendre, absolument tout. Les jours suivants se transforment en marathon de déménagement inversé. Elle vend ses meubles sur Internet, ses livres chez le bouquiniste du quartier, ses vêtements au friperie. Chaque objet qui disparaît de son studio libère un peu plus d'espace dans sa tête. Elle ne garde que l'essentiel. Quelques affaires personnelles et la recette de cookies de sa grand-mère, écrite à l'encre bleue, effacée sur un papier jauni par les années. C'est le seul lien d'amour pur qu'elle souhaite emmener dans sa nouvelle vie. Le hasard veut qu'elle croise Thomas près de la pharmacie de Belleville. Son ex-petit ami semble surpris de la voir avec des cartons dans les bras. « Emma,
Tu déménages? Je pars vivre à Londres, Thomas. Il la regarde avec un mélange d'incrédulité et d'admiration qu'elle ne lui avait jamais vu. Waouh! Je ne t'aurais jamais cru capable de... Il s'interrompt, réalisant sans doute la maladresse de ses mots. C'est formidable, vraiment. Tu es très courageuse. Cette reconnaissance tardive de l'homme qui l'avait quittée pour son manque d'ambition lui confirme qu'elle fait le bon choix. Quelque chose a changé en elle, quelque chose que même Thomas perçoit. Ce soir-là, Emma plante des graines de basilic dans un petit pot en terre cuite qu'elle place sur son rebord de fenêtre. Demain, elle appellera Dr. Williams pour officialiser son projet. Dans quelques semaines, ces graines auront peut-être germé, comme elle l'espère pour sa propre renaissance. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonne de cette agitation matinale qu'Emma connaît bien pour y avoir accompagné tant de patients en transfert. Mais cette fois, c'est elle qui part. Et cette différence change tout. Elle compte machinalement les avions sur le tarmac pour calmer les battements désordonnés de son cœur. Son téléphone vibre toutes les 3 minutes depuis 6 heures du matin. L'écran affiche sans relâche le nom de sa mère, puis des messages de plus en plus paniqués. Madame Robert, la concierge aux yeux fouineurs, a fini par révéler que l'appartement d'Emma était vide depuis plusieurs jours. « Emma, qu'est-ce que tu as fait? Réponds-moi » 43 messages non lus s'accumulent, chacun escaladant dans la panique et l'incompréhension. Emma lit les derniers sans vraiment les absorber, comme si ces mots appartenaient à la vie d'une autre personne. « Je ne comprends pas ton comportement. Rappelle-moi immédiatement. » Pour la première fois depuis son adolescence, Emma éteint complètement son portable. Ce geste simple lui procure une sensation de liberté qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle coupe enfin le cordon ombilical toxique qui l'a maintenue en apnée pendant des années. L'avion décolle dans un rugissement métallique qui couvre ses dernières hésitations. Paris rapetisse sous les nuages hivernaux, et avec elle, toute cette douleur qui semblait si énorme vue de près. Du hublot, Emma observe cette géographie familière qui devient abstraite, presque étrangère. À Heathrow, l'air sent différemment. Plus humide, chargé de cette énergie particulière des grandes métropoles cosmopolites. Chloé l'attend avec un panneau « Princesse Emma » et ce sourire authentique qui réchauffe instantanément l'atmosphère. « Tu l'as vraiment fait? Je n'arrive pas à croire que tu aies eu ce cran. » Elles tombent dans les bras l'une de l'autre, avec cette émotion que seuls partagent les amis qui se retrouvent après une épreuve. Le taxi traverse Londres sous un ciel plombé de janvier. Emma découvre la ville sous un angle nouveau. Elle n'est plus une touriste en visite de quelques jours, mais une future résidente qui observe son nouveau territoire avec des yeux différents. Chaque rue pourrait devenir familière, chaque café, un nouveau repère. L'appartement de Chloé à Notting Hill constitue l'exact opposé de l'épure glacée de Neuilly. Des photos partout racontent une vraie vie. Des plantes vertes débordent de leur peau. Des livres s'empilent dans un désordre chaleureux. Cette atmosphère vivante fait du bien à Emma. Ta chambre est au bout du couloir. Enfin, notre chambre le temps que tu trouves tes marques. Chloé a préparé le petit lit avec un soin touchant. Un vase de fleurs fraîches trône sur la table de nuit, et une pile de guides touristiques attend sur la commode. Le premier mois s'avère plus difficile qu'Emma ne l'avait imaginé. Elle vit sur ses économies, en attendant que la procédure de visa aboutisse. Les cours d'anglais médical intensif lui coûtent une fortune, mais elle sait que sa survie professionnelle en dépend. Dr. Sarah Williams, chef du service pédiatrique de la Hampstead Clinic, accepte enfin de la rencontrer. Cette femme de 45 ans, au regard fatigué mais bienveillant, étudie attentivement son dossier. « Votre expérience française est excellente, Emma. Mais ici, il faut tout reprendre depuis le début. Êtes-vous vraiment prête à cela ? » « Complètement. J'ai besoin de ce nouveau départ. » « Parfait. Je vais voir ce que je peux faire pour accélérer votre dossier de sponsoring. » Cette lueur d'espoir permet à Emma de tenir pendant les semaines suivantes. Elle explore Londres les week-ends, prend des photos de cette vie qu'elle construit pierre par pierre. Pour la première fois depuis longtemps, elle mange assise à table chez Chloé, réapprenant le plaisir simple d'un vrai repas partagé. Un soir, elle rallume son téléphone français pour la première fois depuis son arrivée. 67 messages l'attendent, mais seul le dernier retient son attention. Envoyé par sa mère à 3 heures du matin, il porte une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Emma, s'il te plaît, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je t'aime. » Pour la première fois depuis des mois, Emma pleure sans colère. «
juste une immense tristesse pour cette relation qui n'a jamais été ce qu'elles espéraient toutes les deux. Elle tape lentement sa réponse. « J'ai besoin de temps. Maman, ne me cherche pas. » Puis elle éteint définitivement le téléphone et regarde par la fenêtre les lumières de sa nouvelle vie. Sur le rebord, les graines de basilic qu'elle a apportées de Paris commencent à pointer leurs premières pousses vertes. Même transplantées dans un autre pays, elles ont trouvé la force de germer. 2 mois ont passé depuis l'arrivée d'Emma à Londres. Chaque matin, elle développe le même rituel rassurant. Vérifier 7 fois son badge d'accès à la clinique avant de franchir les portes automatiques. Cette obsession la fait sourire amèrement, car elle reconnaît là cette terreur viscérale d'être exclue qui la poursuit depuis l'enfance. L'argent manque cruellement. Son petit studio à Camden lui coûte 800 livres par mois, une somme astronomique qui grignote ses économies avec une régularité inquiétante. Elle survit de soupes instantanées et de pain de mie discount, mesurant chaque dépense comme si sa vie en dépendait. Au travail, le syndrome de l'imposteur frappe quotidiennement avec une violence qu'elle n'avait pas anticipée. Elle bégaie encore sur certains termes techniques en anglais, confond « breathe » et « breath » devant ses collègues, rougit quand elle doit expliquer une procédure qu'elle maîtrise parfaitement en français. Dr Williams fait preuve d'une patience infinie avec elle. Cette femme remarquable garde toujours cette bienveillance professionnelle, teintée d'une mélancolie que ressent Emma sans oser la questionner. Ma famille aussi parlait français autrefois. Mon mari était médecin à Calais avant notre installation ici. Cette confidence, lâchée un matin pendant la pause café, éclaire d'un jour nouveau le soutien constant que lui apporte sa chef de service. Les gardes de 12 heures laissent Emma épuisée physiquement et moralement. Un soir particulièrement difficile, elle s'effondre en larmes dans les vestiaires, submergée par cette fatigue qui dépasse le simple épuisement professionnel. Dr Williams la trouve ainsi, secouée de sanglots silencieux qu'elle n'arrive plus à contenir. Ma fille aussi était têtue et courageuse comme vous, Emma. Sarah s'assied à côté d'elle sur le banc métallique, parlant d'une voix douce que l'émotion rend plus grave. Elle voulait devenir pédiatre, elle aussi. Elle aurait eu votre âge maintenant. Emma comprend instantanément que Dr Williams parle au passé, et cette révélation lui noue la gorge d'une façon différente. Que s'est-il passé? Accident de voiture il y a 3 ans. Mon mari et elle rentrèrent de l'université quand un camion a grillé le feu rouge. Sarah essuie discrètement une larme qui perlait au coin de son œil. Vous me rappelez tellement ce qu'elle aurait pu devenir. C'est pour cela que je vous aide autant, Emma. Vous me permettez de continuer à être mère d'une certaine façon. Cette confidence crée entre elles un lien quasi maternel qu'Emma n'avait jamais connu avec sa propre mère. Dr Williams devient progressivement cette figure protectrice qui lui avait tant manqué. Pour compléter ses revenus dérisoires, Emma s'inscrit à des cours de photographie le soir. Cette passion étouffée depuis 15 ans renaît doucement dans l'objectif d'un petit appareil d'occasion acheté sur un marché de Portobello Road. Un samedi pluvieux, elle découvre un petit café de Camden où elle commande son thé habituel. Earl Grey, sans sucre. L'homme assis à la table voisine boit exactement la même chose, et cette coïncidence les fait sourire en même temps. « Bon goût pour le thé », dit-il avec cet accent écossais qui chante agréablement à ses oreilles. James Mackenzie a 32 ans et ce sourire timide qui plaît immédiatement à Emma. Il travaille comme journaliste freelance, spécialisé dans les questions sociales, et porte dans son regard cette même blessure qu'elle reconnaît chez ceux qui ont fui quelque chose. Mon père disait que j'étais un raté complet. Il m'a fallu quitter l'Écosse pour découvrir que c'était faux. Cette phrase résonne étrangement avec l'expérience d'Emma. Pour la première fois depuis des mois, elle se sent comprise sans avoir besoin d'expliquer sa douleur. Ils échangent leur numéro de téléphone à la fin de l'après-midi. Et Emma remarque que James vérifie également plusieurs fois que la porte du café est bien fermée avant de partir. Ces mêmes tics d'insécurité qu'elle pensait être les seuls à posséder. Ce soir-là, en rentrant dans son studio exigu, Emma regarde par la fenêtre les lumières de Londres qui scintillent dans la nuit. Sur le rebord, les graines de basilic qu'elle a apportées de Paris ont donné naissance à de petites pousses vertes qui bravent l'hiver londonien. Peut-être faut-il parfois accepter d'être transplanté dans un sol étranger pour découvrir de quelle croissance on est vraiment capable. Emma et James se découvrent progressivement à travers de longues promenades dans Hyde Park et des après-midi passés dans les librairies de Notting Hill. Il écrit des articles fouillés sur la résilience face aux traumatismes familiaux,
comprenant ses mécanismes de défense sans jamais chercher à les expliquer ou les corriger. Leur première nuit ensemble constitue une révélation pour Emma. Elle découvre qu'une intimité peut être douce, dénuée de manipulation ou de rapport de force. James la photographie pendant qu'elle rit aux éclats devant une anecdote qu'il raconte, et cette image capture la première expression de bonheur authentique qu'elle ait eue depuis l'enfance. Au travail, Emma propose un programme d'accompagnement psychologique pour les enfants hospitalisés. Son expérience personnelle de l'abandon lui donne une compréhension intuitive de ces petits patients qui pleurent la nuit en réclamant leurs parents. « C'est exactement ce dont nous avions besoin ici », déclare Dr. Williams en validant le projet avec un enthousiasme qui réchauffe le cœur d'Emma. Parallèlement, la bonne nouvelle tant attendue arrive enfin. Son visa Tier 2 est approuvé. Emma pleure de joie pure en tenant cette précieuse autorisation qui officialise son droit d'exister professionnellement en Angleterre. Cependant, une ombre commence à ternir cette période d'épanouissement. Emma développe des comportements d'autosabotage qu'elle ne contrôle pas. Elle arrive systématiquement en retard à ses rendez-vous avec James, invente des excuses pour éviter de le voir, reproduisant inconsciemment ces patterns d'évitement qui l'ont protégée pendant des années. Lors d'une séance avec Dr. Anderson, sa thérapeute londonienne au délicieux accent écossais, cette tendance destructrice devient évidente. Vous avez peur qu'il découvre que vous n'êtes pas assez bien pour être aimé, n'est-ce pas? Cette observation frappe Emma comme une révélation douloureuse. Elle réalise qu'elle sabote son propre bonheur par pure habitude, incapable d'accepter que quelqu'un puisse l'aimer sans condition. James fait preuve d'une patience remarquable face à ses comportements erratiques. Ayant vécu des mécanismes similaires avec son ex-compagne écossaise, il comprend ses réflexes de fuite sans les prendre personnellement. Un soir, il trouve Emma en larmes devant son téléphone, fixant la dernière publication Instagram de sa mère. La photo montre Sylvie et Léa souriantes dans un restaurant chic, avec cette légende qui transperce le cœur. « My beautiful daughter and me. Perfect evening. »« Elle a l'air si heureuse sans moi, » murmure Emma d'une voix brisée. James s'assied à côté d'elle et prend délicatement ses mains tremblantes entre les siennes. « Emma, l'abandon que vous ressentez n'est pas votre faute. Mais votre guérison, elle, vous appartient. » Cette phrase simple porte une vérité que commence enfin à intégrer Emma. La responsabilité de sa souffrance ne lui incombe pas, mais celle de sa reconstruction, oui. Ce même soir, quelque chose d'apparemment anodin mais profondément symbolique se produit. Emma mange son premier dessert depuis des années. Un tiramisu commandé sans réfléchir dans le petit restaurant italien près de chez James. Cette bouchée sucrée qui fond sur sa langue représente bien plus qu'un simple plaisir gustatif. C'est la récupération du droit au plaisir simple. James immortalise ce moment avec son appareil photo. Le sourire d'Emma maculé de crème au chocolat, cette expression de joie pure qui illumine son visage fatigué. « Gardons cette image », dit-il en regardant le cliché sur l'écran. « C'est votre première vraie victoire sur votre passé. » Emma acquiesce en essuyant ses larmes de bonheur. Pour la première fois depuis qu'elle a quitté Paris, elle commence à entrevoir la possibilité d'une vie où elle ne serait plus en survie constante. Sur le rebord de sa fenêtre, les pousses de basilic grandissent courageusement malgré le climat londonien. Comme elles apprennent à s'épanouir dans un terreau différent de celui de leur naissance. Cette nuit-là, Emma s'endort dans les bras de James sans vérifier une seule fois que sa porte est verrouillée. Un progrès minuscule qui représente un pas de géant vers la confiance. 10 mois ont passé depuis l'arrivée d'Emma à Londres. Sa vie trouve enfin un équilibre fragile mais réel entre son travail épanouissant à la clinique, sa relation tendre avec James et cette thérapie qui l'aide progressivement à reconstruire sa confiance en elle. Ce mercredi soir de novembre, son téléphone vibre avec un message WhatsApp inattendu. 23h47. Le nom de Léa s'affiche sur l'écran, et Emma sent immédiatement son cœur s'emballer de cette façon incontrôlable qu'elle connaît trop bien. « Emma, il faut que tu saches. Maman pleure tous les soirs depuis ton départ. Philippe la quitte définitivement à Noël. Il dit qu'elle devient folle à cause de toi. Elle répète sans arrêt qu'elle a tout gâché avec sa fille. » Emma relit ce message plusieurs fois, chaque mot résonnant différemment, selon l'angle sous lequel elle l'aborde. Sa demi-sœur, maintenant âgée de 18 ans et fraîchement bachelière, semble avoir acquis une maturité nouvelle dans sa façon de s'exprimer. Le cœur d'Emma oscille dangereusement entre espoir et méfiance. Et si sa mère avait vraiment changé?
Et si cette séparation d'avec Philippe lui avait ouvert les yeux sur ses erreurs passées? James, qui lit par-dessus son épaule, affiche immédiatement cette expression de vigilance protectrice qu'elle apprend à reconnaître. Emma, méfiez-vous. C'est exactement le moment où ils redeviennent aimants. Il lui explique patiemment cette technique de manipulation appelée hoovering, du nom de l'aspirateur qui aspire sa victime quand elle s'éloigne. Les personnalités narcissiques excellent dans cet art de récupérer leur victime précisément quand elles perdent le contrôle de la situation. Votre mère vient de perdre Philippe. Elle a besoin de récupérer son pouvoir sur quelqu'un d'autre. Vous êtes la cible parfaite. Malgré ces mises en garde sensées, Emma se sent déchirée entre sa lucidité nouvellement acquise et ce besoin viscéral d'être enfin reconnue par sa mère. Cette ambivalence la tient éveillée toute la nuit. Après mûre réflexion, elle décide de tester la sincérité de cette transformation annoncée. Elle pose une semaine de congé et réserve un vol Gatwick-Charles de Gaulle. Ce sera son premier retour en France depuis son départ précipité. Les retrouvailles ont lieu dans un café de Châtelet, terrain neutre choisi délibérément par Emma. Sylvie l'attend déjà quand elle arrive, et le changement physique frappe immédiatement. Sa mère a maigri, porte des cernes profonds sous les yeux, et ses mains tremblent légèrement quand elle saisit sa tasse. « Emma, ma chérie !» Les larmes coulent instantanément sur les joues de Sylvie, des larmes qui semblent authentiques pour la première fois depuis des années. Philippe me manipulait depuis le début. Il était jaloux de notre relation mère-fille. Je réalise maintenant toutes mes erreurs. Emma écoute attentivement, analysant chaque mot à la lumière de ce que lui ont appris ces mois de thérapie. Elle entend les excuses, mais perçoit aussi ce réflexe familier de rejeter la responsabilité sur Philippe. Qu'est-ce qui va vraiment changer, maman? Tout. Nous pouvons recommencer à zéro, toutes les deux, comme avant. Cette phrase révèle immédiatement le piège. Il n'y a jamais eu d'avant idyllique. Le problème ne vient pas de Philippe, mais d'un dysfonctionnement beaucoup plus profond. Emma accepte malgré tout de dîner en famille le lendemain soir, considérant cela comme un test crucial pour évaluer la sincérité de ce changement annoncé. La soirée tourne au cauchemar prévisible. Philippe, dont les cartons sont déjà préparés dans le garage, multiplie les remarques acides. « Alors, les déserteurs reviennent de visiter les ruines de leur famille ?» Léa conserve cette attitude distante qu'Emma lui connaît, parlant principalement de sa nouvelle vie étudiante en droit et de son petit ami rencontré en première année. Mais le détail le plus révélateur reste le silence complice de sa mère face aux attaques de Philippe. Lâcheté ou calcul, le résultat demeure identique. Emma se retrouve seule face à l'hostilité, exactement comme avant. Elle quitte Neuilly plus blessée qu'à son arrivée, mais paradoxalement plus lucide sur la nature réelle de cette famille. Sa mère ne cherche pas à réparer leurs liens, elle veut simplement récupérer un objet perdu pour compléter son décor maintenant que Philippe s'en va. Le lendemain matin, Emma écrit une lettre ferme qu'elle poste sans la relire. « Maman, je ne reviendrai plus tant que tu n'assumeras pas tes vraies responsabilités dans la destruction de notre relation. » Les excuses ne suffisent plus. Dans l'avion du retour, elle regarde une dernière fois défiler les paysages français par le hublot. Les photos qu'elle a prises pendant ce séjour sortent toutes floues, à l'image de ses sentiments confus pour cette famille qui refuse de grandir. Londres l'accueille comme une libération. James l'attend à Heathrow avec ce sourire patient qui lui rappelle qu'elle a maintenant une vraie famille, celle qu'elle a choisie. Emma se jette dans son travail avec une énergie nouvelle après son retour de France. Cette confrontation douloureuse avec sa famille lui a paradoxalement donné une clarté définitive sur ce qu'elle veut construire. Son programme d'accompagnement psychologique devient rapidement un modèle pour d'autres cliniques londoniennes. Les enfants hospitalisés sourient enfin quand elle entre dans leur chambre. Ils dessinent des familles heureuses pour la première fois depuis leur admission, preuve tangible que son approche fonctionne. Emma découvre cette joie professionnelle qu'elle n'avait jamais vraiment connue en France. James publie son livre au printemps suivant, The Orphans of Living Families. La dédicace la fait pleurer de bonheur. To Emma, who taught me that chosen family is real family. Ce succès critique propulse sa carrière de journaliste vers de nouveaux horizons. 6 mois de paix relative s'écoulent ainsi. Emma apprend progressivement à vivre sans attendre le coup suivant, cette sensation permanente de danger qui l'habitait depuis l'enfance. Elle mange désormais des desserts sans culpabilité, dort sans vérifier sa porte, rit spontanément aux plaisanteries de James. Puis, un matin de décembre,
La réceptionniste l'informe qu'une dame française demande à la voir dans le hall d'accueil. Emma devine immédiatement de qui il s'agit avant même de descendre. Sa mère l'attend, plus élégante que jamais malgré ses traits tirés. Sylvie a manifestement pris l'Eurostar spécialement pour cette confrontation qu'Emma n'avait pas vue venir. Nous devons parler. Emma accepte de la retrouver dans un café de Covent Garden, terrain public choisi délibérément pour éviter tout débordement émotionnel. Tu abandonnes ta famille pour un étranger. Tu es devenue égoïste et ingrate. L'attaque commence immédiatement, sans préambule ni politesse. Sylvie sort tout son arsenal de manipulation classique, chantage affectif, culpabilisation, menaces voilées. Philippe est parti à cause de ton départ. Tu as cassé notre famille. Pour la première fois de sa vie, Emma trouve enfin sa voix d'adulte. Cette voix qu'elle n'avait jamais osé utiliser face à sa mère, toujours restée celle de l'enfant qui s'excuse. Tu m'as abandonnée émotionnellement bien avant que je parte physiquement. Sa phrase sort avec une fermeté qui la surprend elle-même. Tu as choisi ta nouvelle famille, et tu voulais que je fasse semblant que cela ne me faisait pas mal. Je refuse de continuer à porter la responsabilité de tes choix narcissiques. Sylvie devient blanche de rage face à cette résistance inattendue. Elle tente tous ses anciens stratagèmes. Larmes de crocodile, victimisation, promesses creuses. Tu n'auras rien à ma mort. Rien. Je ne suis plus la petite fille qui quémande ton amour, répond Emma, avec un calme qui glace l'atmosphère. J'ai appris que l'amour véritable ne fait pas mal. Sa mère sort du café en claquant la porte, criant en français devant les touristes ébahis. Emma reste assise, tremblante mais libérée d'un poids énorme. Ces chaînes invisibles qui l'entravaient depuis 28 ans viennent enfin de se briser. James la demande en mariage ce soir même, sans genoux à terre ni artifice romantique. Ils sont simplement assis sur le canapé de leur petit appartement quand il prononce ces mots simples. « Construisons notre famille, Emma, celle qui nous mérite vraiment. » Elle dit oui entre rires et larmes, réalisant qu'elle peut enfin créer sa propre lignée d'amour authentique. 2 semaines plus tard, Emma découvre qu'elle attend un enfant. Cette nouvelle la terrorise et la remplit de joie simultanément. Comment être une bonne mère quand on n'a jamais vraiment été une fille aimée? Docteur. Williams la rassure avec cette sagesse maternelle qu'elle a développée. Vous connaissez intimement ce qu'il ne faut pas faire. C'est déjà un avantage considérable. Emma pose sa main sur son ventre encore plat, promettant silencieusement à cet être minuscule qu'il grandira dans l'amour inconditionnel qu'elle n'a jamais connu. Sur le rebord de sa fenêtre, le basilic français a donné naissance à un véritable petit arbuste qui embaume leur cuisine londonienne. Preuve vivante qu'avec le bon terreau, même ce qu'on croyait mort peut renaître plus fort qu'avant. Les photos qu'Emma prend désormais sortent toutes parfaitement nettes. Elle a enfin trouvé la mise au point de sa vie. 18 mois après avoir quitté Paris avec une valise et un cœur brisé, Emma se tient dans le jardin de Hampstead, vêtue d'une robe de mariée simple, mais élégante. Autour d'elle, 20 personnes choisies avec amour forment un cercle parfait sous le soleil de juin, qui filtre à travers les feuillages. Elle porte au doigt la bague de sa grand-mère paternelle, seul héritage familial qu'elle ait souhaité conserver. Ce petit anneau d'or témoigne du seul amour inconditionnel qu'elle ait connu dans sa famille biologique, celui d'une femme qui lui répétait « Choisis toujours ceux qui te font grandir, ma chérie. » Docteur. Williams se tient à ses côtés comme témoin principal. Cette femme remarquable essuie discrètement une larme quand elle prononce son discours improvisé. Parfois, nos enfants biologiques nous sont enlevés par le destin. Parfois, nos enfants choisis nous sont offertes par la vie. Emma m'a rendu le bonheur d'être mère à nouveau. Sa voix se brise légèrement sur ces mots, mais son sourire illumine tout le jardin. Emma la serre dans ses bras, reconnaissante pour cette tendresse maternelle authentique qui a guéri tant de blessures. James glisse l'alliance à son doigt avec une douceur infinie. Ils n'ont pas besoin de grands discours ni de promesses grandiloquentes. Leur amour s'est construit dans la patience, la compréhension mutuelle et cette certitude paisible qu'ils se méritent vraiment. « Je promets de t'aimer sans jamais chercher à te changer », murmure-t-il à son oreille pendant que Chloé immortalise ce moment avec son appareil photo. Le livre de James, traduit en 12 langues, lui a ouvert les portes d'une carrière internationale. Emma dirige maintenant le département de psychologie pédiatrique qu'elle a créé, révolutionnant l'approche de l'accompagnement des traumatismes infantiles dans tout le système de santé britannique.
Mais leur plus belle réussite dort paisiblement dans le landau placé sous le chêne centenaire. Lily Emma Mackenzie, 3 mois tout juste, porte dans son sourire édenté tout l'amour que ses parents ont mis à la concevoir et à l'accueillir. Emma photographie chaque sourire de sa fille, chaque découverte, chaque moment de complicité avec James. Elle archive consciencieusement ce bonheur qu'elle construit jour après jour, ces souvenirs lumineux qui effaceront peut-être les zones d'ombre de sa propre enfance. Elle ne connaîtra jamais le doute sur son droit d'exister, se promet-elle, en berçant ce petit être qui gazouille de contentement. Quelques semaines après le mariage, une lettre arrive avec un timbre français. Léa, maintenant en 2e année de droit, a trouvé le courage d'écrire quelques lignes sincères. « Emma, je comprends enfin pourquoi tu es partie. Maman et Philippe ont divorcé officiellement. Elle regrette tout, mais je sais que c'est trop tard. Moi aussi, j'ai des choses à me faire pardonner. Tu me manques. J'aimerais connaître ton mari et rencontrer ma nièce un jour. » Emma lit cette lettre sans colère, mais aussi sans précipitation. Elle a appris que le pardon ne signifie pas automatiquement la réconciliation, que l'amour ne justifie jamais la toxicité. Les portes peuvent rester entr'ouvertes pour ceux qui grandissent vraiment, mais à condition de respecter ses propres limites. Elle classe soigneusement la lettre dans une boîte, peut-être pour plus tard, quand Léa aura eu le temps de devenir vraiment adulte. Ce dimanche matin de septembre, Emma photographie sa fille qui rit aux éclats dans les bras de James. Le jardin de Hampstead baigne dans cette lumière dorée qui rend tout magique. Dans l'objectif de son appareil, elle capture enfin ce qu'elle n'avait jamais connu. L'amour inconditionnel, la joie partagée, la sécurité absolue. Elle appuie sur le déclencheur et immortalise le premier instant officiel de leur lignée de bonheur choisie. Celui qui marquera le début d'une nouvelle histoire familiale, écrite avec patience et tendresse. Sur le rebord de leur fenêtre de cuisine, le basilic planté jadis dans un petit pot parisien est devenu un arbuste généreux qui embaume toute la maison. Ses feuilles vertes et parfumées témoignent de cette vérité simple mais profonde. Avec le bon terreau et beaucoup d'amour, même ce qu'on croyait à jamais perdu peut renaître plus beau qu'avant. Emma sourit en regardant cette plante miraculeuse. Comme elle a simplement eu besoin d'être transplantée dans un sol qui lui convenait pour révéler enfin toute sa splendeur naturelle.